Monsieur Nestor Radiou, vous possédez un double doctorat en économie et en mathématiques. Bonjour, avec vous, nous allons faire un peu la lumière sur la COP 27 qui se tient actuellement en Égypte, à Sharm el-Cheikh. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour et bonjour à tout le monde. Et je pense que c'est naturel dès qu'il s'agit de la Guyane. Alors, les pays africains réclament 1000 milliards de dollars aux pays occidentaux pour pouvoir faire face au réchauffement climatique sur leur territoire, pour pouvoir également mettre en place une stratégie de développement économique verte jusqu'en 2030. Que pensez-vous de cette démarche ? Écoutez, je pense que c'est une excellente démarche. Faut-il encore qu'elle aboutisse à des résultats concrets ? Et que les pays africains, et d'ailleurs ça ne devrait pas être les seuls, réclament une compensation, et je pense que leur réclamation est modeste par rapport aux destructions des pays développés par rapport au tiers-monde en général. Je pense notamment au pillage des ressources de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général, de l'Amérique du Sud en particulier, et dans le particulier même la Guyane. Parce que je pense que des tonnes d'or ont été extraites, notamment en Amérique du Sud, et ont permis la richesse des pays industrialisés d'y développer. D'ailleurs, ils se sont développés parce qu'ils avaient une masse monétaire suffisamment importante pour investir et donc pour créer de l'activité, s'industrialiser en particulier. Donc je pense qu'il est naturel que maintenant que les pays du tiers-monde puissent s'élever, en tous les cas au niveau économique, au moins à leur niveau, sinon mieux. Et que leur réclamation me paraît très juste et j'espère qu'elle sera suivie d'effets positifs et que les pays qui sont maintenant développés et qui comprennent qu'il est urgent d'apporter une réponse au réchauffement climatique feront le nécessaire pour que tout le monde soit équitablement, en tous les cas, au point de vue écologique. Quelles peuvent être les attentes de la Guyane de ce sommet qui se déroule loin, très loin de nos frontières ? La Guyane a déjà une petite partie, mais je crois être très riche en biodiversité parce qu'elle est constituée d'une partie de l'Amazone, de la forêt amazonienne. Et pour la France, c'est une excellente ressource et c'est une excellente occasion, effectivement, de pouvoir mettre en place des infrastructures et de faire en sorte que la Guyane puisse se développer, mais dans le bon sens, ce que j'appelle le bon sens, c'est-à-dire en respectant le développement durable et les écosystèmes et en faisant de la Guyane un modèle d'éco-développement. Je crois que c'est une chose extrêmement importante. Il y a les ressources pour ça, maintenant faut-il mettre les moyens également, c'est-à-dire permettre à la Guyane de devenir un territoire attractif et accessible, de façon à qu'elle puisse se développer dans le bon sens, c'est-à-dire en respectant les écosystèmes et l'environnement naturel. Quels sont les atouts, Monsieur Radiou, de la Guyane ? Écoutez, il y a beaucoup d'atouts. Donc il y a la forêt tout à l'heure, donc il y a la biodiversité, il y a également le littoral, donc une zone côtière extrêmement importante et riche. Et il y a également de l'eau qui va poser des problèmes dans quelques années, dizaines d'années peut-être, et donc il y a d'autres ressources qui sont inventoriées pour savoir s'ils sont exploitables. Je ne parle pas de l'or qui est complètement pillé. Quand je pense que en 1880-90, on extrayait jusqu'à 5 tonnes d'or et légalement, ce qui veut dire et tout cet or n'a pas servi au développement de la Guyane. Il faut savoir que l'or est une ressource qui sert encore de contrepartie en point de vue monétaire et de point de vue international. Donc l'or est une sorte de monnaie. Faut-il encore qu'elle soit, comment vais-je dire, exploitée dans l'intérêt de la Guyane. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. D'ailleurs, ça fait longtemps que je préconisais pour un bon développement de la Guyane
que l'or soit nationalisé en Guyane et que l'on contrôle effectivement la production de l'or et que cette production de l'or soit au bénéfice du développement de la Guyane. Et une Guyane développée servirait les intérêts de la France dans sa région, notamment parce qu'on a une gouvernance qui est démocratique et en plus on aurait un développement économique qui soit prospère et au lieu que nous jouissons de la solidarité nationale, c'est nous qui effectuerons la solidarité nationale vis-à-vis de la France parce qu'on aurait une balance commerciale positive. Or, ce n'est pas le cas. Donc on aurait une économie productive et exportatrice. Et c'est un des objectifs qui est une des clés du développement de la Guyane. Et malheureusement, rien n'est fait dans ce sens, pour le moment. Alors, tout en respectant l'environnement, dans une démarche vertueuse, selon vous, quels sont les secteurs clés auxquels il faudrait s'attaquer, en gros les secteurs prioritaires à développer dans le département? Écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut revoir complètement la vision en matière de développement. Parce qu'on vit une chose exceptionnelle, c'est la troisième révolution industrielle. Et cette troisième révolution industrielle, elle change toutes les données parce qu'elle prépare les sociétés à devenir des sociétés intelligentes, automatisées. À la limite, on n'aura même plus besoin du salarié pour produire, parce que déjà, d'ailleurs, on a des entreprises qui peuvent produire sans salarié. Et ça, c'est ce qui nécessite aussi une autre vision du comportement humain des individus les uns et les autres, ce qui demande plus de solidarité et pas d'égoïsme, moins d'exploitation des uns des autres, ce qui veut dire qu'il y a toute une réflexion à faire. Se projeter dans l'avenir. Pour développer un pays, il faut savoir quels seront les pays développés dans 10, 20, 30, 15 ans, les termes qu'on se sont donnés. Une fois que l'on s'est imaginé ce que seront ces pays, et c'est facile de le savoir, il suffit de prospecter dans les laboratoires de recherche, dans les centres de recherche, les activités de recherche à l'heure actuelle et leurs retombées technologiques. On sait à l'heure actuelle que, c'est la biodiversité, ce sont les nanotechnologies, ce sont les techniques de communication, donc l'automatisation, ce sont les facteurs de demain. Et surtout avec de nouveaux matériaux tels que les matériaux synthétiques. C'est-à-dire qu'il ne faut plus concevoir le développement de la Guyane sur une industrialisation telle qu'elle a été faite par les pays développés. Il faut voir autrement. C'est-à-dire, il faut commencer par numériser ce territoire. Et pour le numériser, il faut installer de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité. Pour l'électricité, avoir une conception de la durabilité. C'est donc de la biologie qu'il faut sortir, des ressources naturelles, du vent, les éoliennes, d'autres sources énergétiques, c'est-à-dire pas celles du pétrole, pas celles des énergies naturelles qui puisent d'ailleurs, qui détruisent plutôt l'environnement. Regardez ce qui se passe, ne serait-ce que, c'est une parenthèse, ne serait-ce que si pour l'or, on pollue nos rivières avec le mercure. Donc vous voyez bien que les process de production doivent complètement changer et on doit les adapter en fonction de ce que demain sera. Et je dis que demain sera fondé sur l'intelligence artificielle, donc il faut qu'on sur l'automatisation, donc les choses qui vont se faire mécaniquement, mais elles ne doivent pas pour autant éliminer les rapports humains, les rapports directs humains. Donc il faut établir d'autres champs. Et ensuite, je disais donc l'automatisation, l'intelligence artificielle, et ce qui nécessite donc une réorganisation des rapports, d'abord du monde du travail, des rapports humains, et surtout de pouvoir, parce que les deux moteurs qui font du développement, c'est la gouvernance, donc faut-il qu'elle soit adaptée, et deux, c'est la science et la technologie. Ce qui veut dire qu'en Guyane, on a pratiquement toute une série de centres de recherche. Faut-il encore qu'ils soient fédérés vers une prospective, c'est-à-dire vers un devenir de la Guyane de demain, c'est-à-dire dans 10-15 ans, et on peut le faire de 10-15 ans. Ça veut dire, donc il faut fédérer ça et mettre l'accent sur cette révolution industrielle parce qu'elle est capitale, parce que d'une part, elle est en train de changer
processus de production. Vous savez que les processus de production dans le monde actuellement, ils sont possédés. Une fois que vous avez fait une découverte pour produire quelque chose, vous faites ce qu'on appelle la privatisation de la technologie, c'est-à-dire les brevets. Hein, les entreprises prennent des brevets et personne d'autre ne peut les utiliser donc, pour produire le produit. Or, ça, c'est en train de changer, puisqu'on passe à un autre mode de production, un mode de production qui est à la fois, qui doit respecter l'environnement, qui doit être établi sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et tout ça repose sur des technologies nouvelles, les biotechnologies, ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, la biotechnologie, les sciences cognitives et l'informatique. Donc, vous voyez toutes ces sciences-là. Voilà les éléments fondamentaux de la science qu'on devrait. Ça nécessite également que chacun ait une autre vision du monde. C'est-à-dire que le développement se fait à partir de la science. C'est la science qui fournit les moyens de transformer le réel, à charge pour la gouvernance de faire les choix nécessaires pour le bien-être des individus. Parce que l'économie cherche avant tout, en théorie en tous les cas, le bien-être des individus. Faut-il que ces outils, ces connaissances, ces ressources naturelles soient mises à disposition, en tous les cas, soient prises dans un sens du bonheur des individus et du bien-être des individus des uns et des autres. Bon. Donc, vous voyez qu'il y a toute une démarche à mettre en place. Je pourrais insister et le développer si vous le souhaitez. C'était vrai. D'abord, il y a 3 facteurs à prendre en considération. La population. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire, le territoire, il faut savoir qu'il faut en faire en sorte qu'il soit accessible et attractif, et l'économie. Il faut que l'économie soit au service de la production, certes, mais de la répartition équitable aussi, et surtout. Ensuite, pour mettre en œuvre ceci, vous avez ce que j'appelle 2 moteurs, la gouvernance et la technologie. C'est-à-dire qu'en Guyane, il faut apprendre d'abord à créer une sorte d'élite en matière de sciences et technologies, ce qui n'existe pas. Une élite qui soit au service du développement de la Guyane. Donc il faut fédérer un certain nombre d'individus qui aient la maîtrise au plus haut niveau de cette technologie, de cette vision. Et ensuite, et c'est elle qui doit être à disposition de la gouvernance. Il faut encore que la gouvernance comprenne qu'elle puisse utiliser ces ressources, parce que finalement, c'est eux qui ont le savoir, la vision de ce que seront les sociétés de demain, et puissent les guider en tous les cas, les choix des gouvernants. Et c'est cette gouvernance, la particularité en ce qui concerne la Guyane, d'être à la fois bicéphale, c'est-à-dire dépendre de l'État et de locaux, des élus locaux. Ce qui veut dire que, il faut que l'État sache exactement ce qu'il va faire de la Guyane et qu'il soit en phase avec les élus locaux, ce que les Guyanais veulent de leur territoire. Ils veulent être, parce qu'on a vu des expériences par la départementalisation. La départementalisation a souhaité élever le niveau de vie des Guyanais. C'est très bien, elle l'a fait, mais sur le long terme, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Et on a pu plus ou moins avoir les mêmes droits au niveau des sociaux que dans les années 2000. Vous voyez que 46 à 2000, c'est long, d'une part. Donc l'encheminement, parce que vous avez deuxième étape, la France a voulu peupler la Guyane en même temps et développer la Guyane. C'était un échec. Il n'y a qu'à penser au plan vert, qui a été une catastrophe. Donc la seule véritable réussite que la France en matière de développement, en matière d'industrialisation, c'était le CSG. Mais le CSG était une construction purement publique à des objectifs, avec des objectifs européens donc, et internationaux. Et ça a été une réussite, c'est incontestable. Par contre, toutes les autres opérations de la départementalisation étaient des échecs. À partir effectivement de 82, de la décentralisation, 83 plus exactement, la décentralisation. Il y a eu une gouvernance qui devait être bicéphale, c'est-à-dire que l'État qui finance, qui apporte les fonds, et les collectivités territoriales. Fallait-il qu'ils soient en phase et avoir un véritable projet? Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu un tournant du point de vue économique, il y a eu un tournant dans les années 80. D'après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, on a une vision keynésienne, c'est-à-dire l'État pilote.
C'est ce qu'a fait l'État en injectant du fonds, en construisant des projets. Ce malheur, c'est qu'elle a construit ces projets sans tenir compte du contexte, sans tenir compte des Guyanais. À partir de 82, il y a un changement, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire que c'est la privatisation qui a dominé. Il faut laisser l'initiative privée faire les choses en matière économique sous prétexte que c'était plus rentable, ce qui est faux, absolument faux. Donc, il a fallu, donc dans cette conception, l'État avait cette conception, et malheureusement nos compatriotes adoptent cette conception du libéralisme à outrance. C'est une erreur, le libéralisme. Aucun pays ne s'est développé en faisant à partir du libéralisme absolu tel que du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est un système d'exploitation, il ne faut pas se lui faire fermer les yeux. Quand on fait du profit parce qu'on a investi, on a investi sur l'argent qu'on avait, il faut se poser la question, cet argent avec... Je vais poser d'ailleurs sur ce problème qui me paraît extrêmement important une petite question. Je ne suis pas sûr qu'un salarié sache qu'il n'aura jamais 1 million. Pour avoir 1 million, est-ce qu'on s'est déjà imaginé quelqu'un qui gagne 2 000 euros, 1 500 euros par mois et qui économise, et son salaire cumulé, pour atteindre 1 million, il lui faut 42 ans. Pour un cadre supérieur, qui pourrait, disons, économiser et placer son argent à intérêt composé pendant de 10 000 euros par an, il lui faut également 42 ans pour arriver à 1 million. Par contre, si vous disposez d'1 million et vous placez ce million à intérêt actuel qui est plus de 4%, vous avez un revenu mensuel de plus de 3 000 euros, 3 300 exactement. Et si donc vous en avez 5, vous multipliez, vous avez déjà 15 000 euros par mois. Voyez-vous donc la différence entre les gens qui possèdent des fortunes, des millionnaires, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il doit y avoir une cinquantaine de millions, pas plus. De même, des milliardaires, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 000 environ dans le monde. Eh bien, ceux-là, ils peuvent se dire. Pensez-vous pour avoir 1 milliard, je parlais d'1 million, alors 1 milliard, c'est quoi encore? Donc, vous voyez qu'il y a deux mondes. Il y a le monde, effectivement, de ceux qui possèdent et le monde des gens qui sont contraints de travailler pour vivre. Alors, c'est deux mondes différents. L'un vit au détriment de l'autre. Alors, ces notions de profit, c'est bien ça. On place du capital qui travaille pour vous, qui se substitue à votre propre travail et qui vous rapporte énormément d'argent, alors que vous, travailleurs qui êtes producteurs, vous rapportez que des miettes. Le problème, c'est parce que ça croît, parce que dans les systèmes tels que les pays développés, les combats sociaux, les révoltes, les contestations ont contraint les États à des actions, de moins des mesures, des dispositions sociales. Ils font en sorte, par exemple, qu'il y a un salaire minimum. Mais ce salaire minimum, si vous le gagnez, vous n'aurez jamais 1 million après toute une vie de travail. Donc vous voyez, donc, ces problèmes, les gens ne se le posent pas, mais ils votent pour des idéaux parce qu'ils ont une vision, comment vais-je dire, de ce que j'appelle la pensée sacrée. Il y a deux modes de pensée dans la vie. Il y a la pensée sacrée, qui considère qu'il y a des certitudes, il y a des vérités qui sont absolues et que certains possèdent ces vérités et d'autres pas. Et il y a la vérité scientifique qui est une vérité constructive. D'ailleurs, en science, la vérité et l'existence dépendent de la connaissance qu'on en a et des moyens qu'on utilise pour les percevoir. Vous voyez, donc, il y a des choses qui sont extrêmement importantes à mettre en place comme vision dans cette société. Et je pense que les médias en Guyane devraient jouer ce rôle de comment transformer cette population, faire en sorte qu'elle soit plus unie dans la différence, parce que la différence est intéressante, dans la mesure que cette différence ait les mêmes finalités, les mêmes objectifs. Et l'objectif essentiel pour la Guyane, c'est son développement. Donc c'est ensemble qu'on peut développer la Guyane, comment faire en sorte que les ressources, naturellement, le financement, il faut que l'État bien accepte de pouvoir financer. Et elle ne peut pas faire autrement, puisque la Guyane est un département et maintenant une région, en tous les cas, est française par sa constitution. Pour résumer, la procédure de développement, il y a effectivement d'abord la population. Il faut faire en sorte que, la diversité soit un atout, mais pour que ce soit un atout, il faut que les uns et les autres, on puisse se comprendre, c'est-à-dire qu'on puisse parler la même langue, donc ce qui veut dire prendre des dispositifs pour faire en sorte que tout le monde parle la même langue, même si on pousse les uns et les autres possèdent d'autres langues, qu'on ait une même culture à construire, c'est-à-dire savoir que
ta culture est différente de la mienne, mais comment on fait en sorte qu'on va fusionner ça pour arriver à une nouvelle culture qui soit convaincante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la culture soit quelque chose de négatif qui oppose, mais quelque chose qui rassemble et dans un but de constructif. Il faut aussi, ce qui veut dire que, il faut aller sur la pensée rationnelle, c'est-à-dire massivement, l'éducation doit massivement orienter vers ce qu'est la science, en particulier, et son utilisation, à quoi elle sert, et parce que c'est une démarche tout à fait particulière. Il y a 3 sciences, il faut savoir qu'il y a 3 sciences, les mathématiques qui sont fondamentales au-dessus de tout, et ensuite la physique, la biologie. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, ce sont des techniques, des utilisations de ces 3 sciences, donc maths, physique, chimie bien sûr, et biologie. Donc, ceci étant, donc ça donne d'ailleurs avoir cette sens, apprend à le consensus, apprend à travailler ensemble, à s'entendre ensemble. D'ailleurs, c'est ça, la science. Ça va. Bon. Ensuite, il y a donc le territoire, il faut l'aménager massivement, il faut l'aménager, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir relier les communes les uns les autres, avec une particularité, parce qu'on a laissé faire, on a laissé s'étendre la population sur un vaste territoire, une faible population sur un vaste territoire. Et donc, plus on laisse s'étendre une faible population sur un vaste territoire, plus c'est coûteux. Il faut arrêter ça et mailler ce territoire, faire en sorte que les uns et les autres puissent communiquer facilement. Il y a des technologies de communication et qui sont tant matérielles au niveau des transports, au niveau de la mobilité de la pensée et la mobilité des personnes, il faut savoir mettre ça en œuvre. Et ça, mais d'abord, pour ça, il faut pouvoir électrifier ce territoire et non pas n'importe comment, avec une perspective de développement durable de demain, c'est-à-dire les énergies nouvelles et renouvelables. Ensuite, il faut rendre attractif ce territoire, c'est-à-dire être capable d'attirer des capitaux, puisqu'il nous faut des capitaux. Pour cela, il faut qu'on fasse du marketing scientifique pour aller capter un petit peu les territoires. Faut-il encore que l'on ait les dispositifs soient installés, les infrastructures nécessaires soient installées, telles que l'électricité et la numérisation. Ce sont 2 éléments indissociables pour demain. Numérisation, qui repose sur l'électrification. Donc, vous voyez bien. Alors, naturellement, il y a tous les problèmes d'urbanisation, etc., de logement à résoudre en même temps. Et enfin, troisièmement, il faut savoir que revoir les fondements de l'économie guyanaise. L'économie guyanaise fonctionne sur une économie de transfert, c'est-à-dire l'État injecte de l'argent à ses fonctionnaires, ses dépenses, et aux collectivités territoriales, et cet argent produit une importante demande, surtout conjugué avec l'évolution démographique, la forte évolution démographique, donc ça alimente quoi? Pas de secteur productif, donc le commerce et les services font appel à l'importation. Donc l'argent qui rentre par une partie, donc est un circuit, une boucle, un callback, c'est-à-dire que ces entreprises, ces commerces et services font appel à emploi, investissent emploi, donc vont créer de nouveaux revenus qui vont alimenter, qui vont amplifier cette demande. Voilà comment fonctionne cette économie. Quasiment rien n'est véritablement fait pour mettre en place un système productif. Je dois avouer que l'État a fait beaucoup de plans, mais qui ont échoué. Avec l'obsession, parce que l'État avait l'obsession du peuplement d'abord, de la Guyane, et n'a pas tenu compte de la réalité des terrains, notamment que les dégâts qu'ont créé la colonisation. Par exemple, on a une sorte de refus du travail manuel au profit du travail administratif, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une sorte de discrimination coloniale qui perdure d'ailleurs encore. Donc ça aussi, il faut assainir tout ça. En d'autres termes, il faut assainir ces 3 branches et pour relancer. Et pour relancer, il faut massivement mettre les infrastructures en place et surtout la cohésion sociale, dans la cohésion sociale. Ce qui veut dire, pas l'État qui doit décider, c'est l'État et les Guyanais en même temps, et les élus, notamment nos représentants. Et nos élus doivent être conscients des réalités de demain, ce que seront demain, et comment il faut le faire. Ce n'est pas la vision individualiste qu'on doit avoir, c'est une autre vision, une vision de développement. On n'a pas de vision de développement parce que l'on voit qu'une vision, je l'ai dit la dernière fois, une vision littéraire et artistique et sportive, voilà où on investit et ce n'est pas là qu'on devrait investir. Bon, et
Ça, c'était les 3 éléments. Comment les mettre en place? Maintenant, qui va les mettre en place? C'est effectivement la gouvernance. Donc, la gouvernance doit être faite. Il faut convaincre la France. Il faut que la France soit convaincue, dans tous les cas, l'État soit convaincu que la Guyane peut être une richesse parce que si elle en fait un territoire démocratique et développé, elle aura un pouvoir d'attraction sur toute l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Donc, voilà un petit peu, globalement, une démarche à suivre. Donc, tout est à repenser. Merci pour ce développement fort intéressant. Nous arrivons au terme de cet entretien, Monsieur Nestor Adjou. Pour revenir à la COP 27, j'aimerais terminer sur la question de l'énergie qui fait couler beaucoup d'encre. En Guyane, beaucoup de projets sont contestés tant par des associations écologistes ou des communautés. Alors, selon vous, quel devrait être je dirais la meilleure technique à employer? Est-ce l'éolien? Est-ce la biomasse? Est-ce l'hydrogène? Oui, je ne suis pas un spécialiste effectivement de cette technologie. Moi, ce que je peux indiquer, c'est tout simplement qu'il faut qu'on fasse des études préalables pour ça, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à ce que seront les sociétés développées de demain. Alors, est-ce que c'est de la biomasse? Je ne sais pas, il faut savoir. Donc, faire une étude de faisabilité et de rentabilité, d'une part, par rapport au projet, à un projet bien construit de la Guyane. Faut-il encore que ce projet soit construit? Ou faut-il encore de l'hydraulique? Faut-il même du nucléaire? J'en sais rien. Je ne vous cache pas qu'il faut, et ce sont les spécialistes qui peuvent répondre, pas eux seuls, parce qu'encadrés avec des économistes du développement qui sachent ce que c'est que le développement et comment on le fait. Parce que, en d'autres termes, il aurait fallu faire une équipe professionnelle, multidisciplinaire, et de scientifiques de haut niveau, pas n'importe quoi. Avec un master, on n'est pas un spécialiste. Pour être un spécialiste, il faut être docteur et avoir plusieurs années d'expérience et de pratique par rapport au doctorat actuel. Un docteur, c'est effectivement, il maîtrise beaucoup de choses, mais il faut ensuite une confrontation entre ce qu'on maîtrise théoriquement avec la réalité. Et c'est là qu'on devient un véritable spécialiste. Bon, donc, il faut des spécialistes de ce niveau qui puissent ensemble, travailler ensemble et indiquer, voilà, les meilleurs choix pour eux, techniques à faire. Maintenant, parallèlement, et même ils peuvent intégrer des spécialistes de la psychologie, de la sociologie, etc., en tous les cas, des gens de la culture, pour savoir aussi, parce qu'il y a un problème de confrontation aux mentalités, pour savoir quel est le niveau d'acceptation des autres. Donc il faut tout ça, et ça peut se faire. Je crois que c'est une des priorités d'ailleurs qu'on aurait dû faire, et pour faire les choix. Alors c'est bien les contestations écologiques, c'est bien, je ne conteste pas, j'en suis. Ce que je critique un petit peu à l'écologie, c'est qu'on fait trop souvent de l'écologie politique et pas l'écologie scientifique. C'est-à-dire qu'on est sur trop des visions. Prenons le cas de la Guyane. Le moins d'objets qu'on fait peut entraîner une contestation radicale de l'écologie en Guyane, en oubliant que, 1, on doit se développer, 2, on doit faire pression, en oubliant de faire pression sur la métropole pour qu'elle oriente autrement ces développements. C'est toujours au niveau local, on attaque le local, on n'attaque pas la vision qu'a l'État de son développement ici. Donc, vous voyez, il faut à la fois que les écologiques soient réalistes. La Guyane doit se développer. La Guyane doit, pour le moment, utiliser ses ressources naturelles. Il faut le faire le mieux possible. Il faut le faire, je vous dis, on peut le faire à l'heure actuelle sur l'utilisation de technologies non polluantes. Or, parce que les pays qui se sont développés ont créé des technologies qui sont polluantes. C'est maintenant, et il y a quelques années, ça c'est dans les années 70 qu'ils ont découvert que leur technologie avait des impacts, en tous les cas, des externalités sur l'environnement, sur l'extérieur, et les modèles doivent maintenant intégrer les externalités, donc entre autres la prise en compte des externalités sur l'environnement. Tout ça doit être fait rationnellement. Donc les écologistes doivent ont leur place, et au contraire, pour
clarté, mais les scientifiques conscients aussi de ce problème, parce que moi je suis tout à fait conscient effectivement. Sauf que je n'oublie pas que les pays développés sont les principaux responsables de la situation actuelle, hein, parce que c'est eux qui ont véritablement lancé ce système de pollution internationale, et avec ensuite qui s'est amplifié avec le développement démographique, parce que nous sommes maintenant à plus de 7 milliards d'habitants, il faut voir, et puis il faut dépenser à tout prix les ressources. Bon, donc on n'a pas su avoir ces politiques, parce que tout simplement les pays développés ont pensé qu'à eux se développer et exploiter. Regardez ce qui se fait quand même vis-à-vis de l'Afrique. On continue à exploiter les ressources de l'Afrique sans retomber. Les Africains donnent leurs ressources naturelles, parce que sans leurs ressources naturelles, beaucoup de pays, notamment de la métropole, ne pourraient pas survivre, hein, en tous les cas se développer, donc ils ont besoin. Le problème, ils les paient à bon marché, transforment et les revendent à bon marché. C'est-à-dire, c'est un jeu gagnant-perdant. L'Afrique est perdante, on exploite ses ressources naturelles au détriment. Le problème, et je dis attention, il est grave, c'est ce que je suis en train de faire un article sur ça avec Paul, sur justement la problématique du développement du tiers-monde. Et je dis que le tiers-monde ne pourra jamais s'en sortir seul. Il faut qu'ils soient tous unis avec une autre vision et proposent un autre modèle de développement. Et on peut le faire qui apporte à la fois une réponse sur la production et sur la répartition équitable, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes développés. Donc voyez-vous qu'il y a toute une démarche philosophique, intellectuelle à mettre en place pour pouvoir apporter des réponses. Alors l'écologie, c'est très bien, mais l'écologie doit être aussi raisonnable et mettre en place les responsabilités des uns et des autres. Penser au futur est important, mais penser aussi aux responsabilités. Ce n'est pas toujours le perdant qui doit toujours supporter tout. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Adjou, de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir éclairé surtout sur ces questions économiques. Merci. Je vous en prie, et j'espère que j'ai été assez clair, pas toujours malheureusement, mais bon, quand on est pris de vif au fait comme ça, c'est pas toujours évident.